Alors ça, c'est un peu après. Voilà. Donc les hommes n'y croient pas, en fait. Une pitoyable poignée entassée là, sur les innombrables millions qui avaient autrefois habité la planète maudite. Et les centaines s'amenuisèrent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus compter les hommes que par dizaines. Ces dizaines s'accrochèrent aux cavernes à cause de leur humidité qui se réduisait pourtant sans cesse. Puis, ils surent que la fin était proche. Si réduits étaient leurs rayons d'action que personne n'avait jamais vu les minuscules, légendaires vestiges de glace qui subsistaient tout près des pôles de la planète, si même il en restait. Auraient-ils existé et été connus de l'homme, personne n'aurait pu les atteindre à travers les formidables déserts sans piste. Et ainsi, les quelques derniers survivants dépérirent. Cet enchaînement effrayant d'événements qui dépeuplèrent la terre entière ne peut pas être décrit. Ils s'échelonnent sur une distance trop stupéfiante pour qu'on puisse les décrire ou les jauger. Parmi ceux qui peuplaient la terre, au temps heureux, des milliards d'années plus tôt, seuls quelques prophètes et quelques fous auraient imaginé ce qui allait survenir, auraient eu la vision de ces terres silencieuses et mortes, de ces fonds sous-marins asséchés depuis longtemps. Les autres auraient douté de la menace de changement pour la planète et de déclin pour la race, car l'homme s'est toujours pris pour le maître immortel des choses naturelles. Lorsqu'il eut adouci les derniers moments de la vieille femme, Hull, terriblement étourdi, s'engagea dans l'aventure dans les sables éblouissants. Elle était effrayante, si ridée et si sèche, comme des feuilles flétries. Son visage avait la couleur des herbes d'un jaune maladif qui bruisse dans le vent brûlant, et elle était épouvantablement vieille. Mais elle lui avait tenu compagnie. C'était quelqu'un à qui dire, en balbutiant, ces vagues terreurs, à qui parler de cette chose incroyable. Une camarade qui partage son espoir d'être secourue par des gens venus de ces autres colonies silencieuses au-delà des montagnes. Hull ne pouvait croire que personne ne vive ailleurs, car il était jeune et n'avait pas les certitudes des vieux. Pendant bien des années, il avait connu que la vieille femme. Son nom était Mladna. Elle était arrivée, ce jour de sa 11e année, lorsque tous les chasseurs avaient été chercher de la nourriture et n'étaient pas revenus. Hull n'avait pas de mère dont il pût se souvenir, et il y avait peu de femmes dans le petit groupe. Quand les hommes disparurent, ces 3 femmes, la jeune et les 2 vieilles, avaient poussé des cris affreux et avaient longtemps gémi. Lorsque la jeune était devenue folle, elle s'était tuée avec un bâton pointu. Les vieilles l'enterrèrent dans un trou peu profond, qu'elles creusèrent de leurs ongles, si bien qu'Hull était seul quand Madla, qui était encore plus vieille, était arrivée. Elle marchait en s'aidant d'un bâton noueux, relique sans prix des vieilles forêts, durci et rendu brillant à force de servir. Elle ne dit pas d'où elle venait, mais elle entra en vacillant dans la cabane où la jeune suicidée avait été enterrée. Elle attendit là que les 2 autres reviennent, et elles l'acceptèrent avec indifférence. C'était ainsi que cela s'était passé pendant bien des semaines, jusqu'à ce qu'elles tombent toutes les 2 malades, sans que Madla puisse les guérir. Étrange que ces 2 jeunes aient été touchées tandis qu'elle, infirme et très vieille, survivait. Mladna s'était occupée d'elle pendant de longs jours, et à la fin elles moururent, si bien qu'Hull resta seul avec l'étrangère. Il hurla toute la nuit, si bien qu'il perdit patience et menaça de mourir, lui aussi. Alors, en prêtant l'oreille, il se calma instantanément, car il ne tenait pas à la solitude complète. Ensuite, il vécut avec Mladna, et ils ramassèrent des racines pour manger. Les dents gâtées de Mladna ne s'accommodaient pas de cette nourriture, mais ils imaginèrent de la hacher jusqu'à ce qu'elle puisse se débrouiller. Cette routine monotone consistant à récolter et à manger, c'était l'enfance de Hull. À présent, il était fort et solide. Il était dans sa 19e année et la vieille femme était morte. Il n'avait plus rien qui le retienne. Il décida donc de chercher ces huttes légendaires de l'autre côté des montagnes et d'aller vivre avec les gens qui les habitaient. Il n'avait rien à emporter pour le voyage.
Hull ferma la porte de la cabane. Pourquoi, il n'aurait pas su le dire, car il y a bien des années qu'on ne voyait plus d'animaux. Il laissa la femme morte à l'intérieur. À moitié abasourdi et effrayé de son audace, il marcha de longues heures dans les herbes sèches et finit par arriver au pied de la première colline. Vint l'après-midi. Il grimpa jusqu'à ce qu'il soit fatigué, et il se coucha dans les herbes. Étendu là, les bras en croix, il réfléchit à beaucoup de choses. Il se posait des questions sur la vie de ces étrangers, passionnément anxieux de rechercher la colonie perdue de l'autre côté des montagnes. Mais à la fin, il s'endormit. Quand il se réveilla, son visage était baigné de la lumière des étoiles et il se sentit rafraîchi. À présent que le soleil était parti pour un instant, il voyageait plus rapidement, en mangeant peu et décidé à se hâter avant que le manque d'eau devienne difficile à supporter. Il espérait atteindre son but en un jour et échapper ainsi à la soif. Aussi se hâta-t-il sous les étoiles brillantes en courant par moments dans l'air tiède et, à d'autres moments, ralentissant à l'allure du trot. Il continua ainsi jusqu'au lever du soleil. Il était cependant entre les petites collines avec les 3 grands pics qui se profilaient devant lui. Il se reposa de nouveau à leur ombre. Il grimpa pendant toute la matinée. À midi, il atteignit le sommet du premier pic. Là, il s'étendit un instant et examina l'espace qui se trouvait avant la chaîne suivante. Hull se reposait sur le sommet érodé d'une falaise en regardant au loin de l'autre côté de la vallée. Couché ainsi, il pouvait voir à une grande distance, mais dans toute cette étendue desséchée, il n'y avait rien qui bougeait. La seconde nuit arriva et trouva Hull parmi les pics escarpés. La vallée et l'endroit où il s'était reposé étaient loin derrière. Il avait presque dépassé la 2e chaîne et se hâtait encore. Ce jour-là, la soif s'était attaquée à lui, et il regrettait sa folie. Cependant, il n'aurait pas pu rester là-bas avec le cadavre, seul dans les prairies. Il essayait de s'en convaincre, et se hâtait toujours d'avancer, en peinant. Et à présent, quelques pas seulement le séparaient de l'endroit où la falaise se divisait en 2. Il pouvait ainsi voir ce qu'il y avait au-delà. Hull trébuchait avec lassitude sur le chemin pierreux en se blessant encore davantage. Elle était toute proche devant lui, cette contrée où l'on disait que les hommes avaient vécu, ce pays sur lequel on racontait des histoires quand il était petit. Le chemin avait été long, mais le but en valait la peine. Un rocher d'une énorme circonférence lui obstruait la vue. Il l'escalada avec anxiété. À présent, il pouvait enfin apercevoir, à la lueur du soleil couchant, sa destination espérée depuis si longtemps. Sa soif, les douleurs de ses muscles furent oubliées quand il eut la joie d'apercevoir, accroché à la base de la falaise la plus éloignée, un petit groupe de maisons. Sans vouloir se reposer, aiguillonné par ce qu'il voyait, Hull courut en trébuchant et en rampant sur les 800 mètres qu'il lui restait à franchir. Il croyait distinguer des formes parmi les cabanes rudimentaires. Le soleil était presque couché, ce soleil haïssable et dévastateur qui avait assassiné l'humanité. Il ne pouvait pas encore être sûr des détails, mais bientôt il serait tout près des cabanes. Elles étaient très vieilles, car des blocs d'argile durent longtemps dans le calme et la sécheresse du monde agonisant. Peu de choses en vérité avaient changé, sauf les choses vivantes, l'herbe et les derniers hommes. Devant lui, une porte ouverte se balançait sur des gonds grossiers. Dans la lumière déclinante, Hull entra, mort d'épuisement, cherchant douloureusement les figures attendues. Alors, il s'écroula sur le sol en pleurant, car un squelette très ancien et desséché était accoudé sur la table. Il finit par se lever, rendu fou par la soif, en proie à des douleurs insupportables, souffrant de la plus immense déception qu'un mortel puisse éprouver. Alors il était donc la dernière chose vivante sur le globe. L'héritage de la terre était à lui, tous les continents, mais tous d'une égale inutilité pour lui. Il se leva en chancelant, ne regarda pas la vague forme blanche qui luisait dans le clair de lune, et passa la porte. Il erra dans le village vide en cherchant de l'eau,
en inspectant tristement cet endroit vide depuis longtemps, préservé comme un spectre par un air sans changement. Ici, il y avait une habitation. Là, un endroit simple où des objets étaient fabriqués, de la vaisselle de terre ne contenant que de la poussière, et nulle part aucun liquide pour étancher sa soif lancinante. Et là, au centre de la petite ville, Hull vit la margelle d'un puits. Il savait ce que c'était car Madeleine lui avait raconté des histoires où il en était question. Avec une joie pitoyable, il se lança en avant et se pencha sur le bord. Cela marquait enfin le terme de ses recherches. De l'eau, vaseuse, stagnante et peu abondante, mais de l'eau, là, sous ses yeux. Hull poussa un cri d'animal torturé, chercha à tâtons la chaîne et le seau. Sa main glissa sur le rebord vaseux. Il tomba, sa poitrine reposant en travers de la margelle. Il resta un moment, puis, sans bruit, son corps fut précipité dans le gouffre noir. Il y eut un léger bruit d'éclaboussure dans les ténèbres de cette eau peu profonde, au moment où il heurtait quelques pierres tombées là de longue date, décellées depuis les siècles du chaperon. Les rides s'effacèrent de la surface de l'eau. Et maintenant, pour finir, la terre était morte. Le dernier survivant pitoyable était mort. Tous les milliards d'êtres foisonnants, les siècles lents à s'écouler, les empires et les civilisations du genre humain se résumaient dans cette pauvre forme tordue, et comme tout cela avait été monumentalement dépourvu de signification. À présent, en vérité, était venue la fin et l'apogée de tous les efforts de l'humanité. Quelle apogée monstrueuse et incroyable aux yeux de ces pauvres fous pleins de satisfaction des jours de prospérité. La planète ne connaîtrait plus jamais le bruit de tonnerre que font les pas de millions d'hommes, ni même la reptation des lézards et le bourdonnement d'insectes, car eux aussi étaient partis. À présent était venu le règne des branches desséchées et, à perte de vue, les champs d'herbes épineuses. La terre, comme sa froide, imperturbable lune, était abandonnée pour toujours au silence et à l'obscurité. Les étoiles continuent à tourner, le plan insouciant continuera pendant les infinités inconnues. Ce dénouement banal d'un épisode négligeable n'intéresse pas les nébuleuses lointaines ou les soleils nouveau-nés qui se développent et meurent. L'espèce humaine, trop chétive et trop précaire pour avoir une fonction réelle ou un but, était comme si elle n'avait jamais existé. C'était une telle conclusion qu'avaient conduit les siècles de son évolution laborieuse et risible. Lorsque le soleil, mortellement dangereux, darda ses premiers rayons à travers la vallée, il y en eut un qui trouva son chemin jusqu'à la figure lasse d'une silhouette brisée, gisant dans le limon. Oui, c'est la fin, Antoine. T'arrives sur la dernière lecture, les dernières lignes. Lovecraft inscrivit en marge de la dernière page de ce manuscrit cette note destinée à Barlow. En réalité, les insectes et les autres formes de vie dureront sans aucun doute plus longtemps que l'homme et ses confrères mammifères. Voilà. Je sais pas qui est-ce qui me disait qu'il espérait que ça finirait bien. Du Juron, il croyait que ça finirait bien. Non, on est dans du Lovecraft, hein. Il y a peu de choses qui finissent bien, malheureusement, dans du Lovecraft. Il est 22 heures. On a commencé à 21 heures. Il nous reste une demi-heure. Alors, il y a le choix. Soit on commence L'horreur dans le musée, qui est une nouvelle très longue. Celle qui donne son titre au recueil. Ouais, Antoine, c'est ça en fait. C'est les conseils de Comet qui m'a recommandé comme on avançait dans le livre, d'avancer sur le maquillage, de le charger de plus en plus. Sinon, on essaie de se trouver une petite nouvelle un peu plus courte pour finir la dernière demi-heure, puisqu'il reste 21h, 22h30. Il nous reste une petite demi-heure. Je vais voir ce qu'on a comme nouvelle.
Non, il reste 3 nouvelles à peu près de taille égale, relativement longues. C'est ça, Antoine. Je pense qu'à la fin, ça commencera à être vraiment chargé. Je mettrai longtemps à me démaquiller après chaque lecture. Bah écoutez, il reste une demi-heure, c'est quand même ballot. Je vais pas vous relire une de celles qu'on a déjà lues, parce qu'il y en a qui sont là depuis le début, donc... Alors on a, le nom des nouvelles, c'est L'horreur dans le musée, celle qui donne son titre au recueil. Surgit du fond des siècles, manuscrit trouvé dans les papiers de feu Richard H. Johnson, docteur en philosophie. Ah non, ça c'est l'intro. Je crois que c'était une note par rapport à la nouvelle. Non, c'est l'intro du truc. Donc Surgit du fond des siècles. Et le journal d'Alonzo Typer. 2 de Hazel Hild et 1 de William Lumley. En fait, on aura lu dans ce livre-là, en fait, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus de Lovecraft, mais en fait, il y en a que 3 qui sont réellement de Lovecraft. Toutes les autres, c'est des nouvelles mises en forme par Lovecraft à partir des manuscrits de ses amis, en fait. Donc c'est dans le même style que Lovecraft, mais c'est pas du pur Lovecraft. La dernière est plus courte que les autres, ouais, mais à mon avis, ça fera pas une demi-heure, malheureusement. Alonzo Typer. Enfin, on peut commencer, rien nous empêche après de nous arrêter en cours de route, hein. Rien ne nous empêche de nous arrêter en cours de route. 284 à 200... à 313, ça fait une trentaine de pages. Ça fera plus que 30 minutes. Donc les autres que l'horreur dans le musée, ok, Arcade Lover. L'autre, elle fait 244 à 280, donc 40 pages. Et l'horreur dans le musée, je pense que ça va être dans le même acabit. Ouais, c'est ça fait 40 pages. Ouais, c'est ça, il réécrivait tout. Ça m'étonne pas, en fait, parce que c'est ce qui est un peu décrit. Je l'ai pas lu, en fait, dans les lives, mais il y a une préface qui explique un petit peu cette histoire, que Lovecraft réécrivait beaucoup des textes de divers auteurs. Écoutez, je vous propose qu'on commence Surgit du fond des siècles. Et puis on a une petite demi-heure de lecture, et puis on s'arrêtera au milieu, et comme ça vous reviendrez me voir. Je vais vous laisser tout le week-end sans l'histoire. Alors, Surgit du fond des siècles. Manuscrit trouvé dans les papiers de feu Richard H. Johnson, docteur en philosophie, conservateur du Cabot Museum of Archaeology, Boston, Mass. Il n'est pas vraisemblable que personne à Boston, ou n'importe quel lecteur éveillé d'ailleurs, oublie jamais l'étrange affaire du Cabot Museum. La publicité donnée par les journaux à cette momie infernale, les rumeurs anciennes et terribles plus ou moins en relation avec elle, la vague d'intérêt morbide et les activités du culte au cours de l'année 1932, le destin effrayant des 2 intrus le 1er décembre de cette année-là, tout concourait à constituer l'un de ces mystères classiques qui sont perpétués comme légendes à travers les générations et qui deviennent des noyaux de cycles complets de spéculations horrifiantes. Tout le monde semble se rendre compte également que quelque chose de vital et d'indiciblement hideux a été supprimé des comptes rendus destinés au public de ces horreurs arrivées à leur point culminant. Ces premières insinuations inquiétantes sur la condition de l'un des 2 corps furent écartées et ignorées trop brutalement, et les singulières modifications de la momie n'ont pas eu la suite que leur valeur au point de vue de l'information aurait normalement exigé. Les gens ont également trouvé curieux que la momie n'ait jamais été remise dans sa boîte. Dans cette époque où l'on est expert en taxidermie, l'excuse d'après laquelle son état de désintégration rendait son exposition impraticable paraissait particulièrement faible. En ma qualité de conservateur de musée, je suis en mesure de révéler tous les faits passés sous silence, mais je ne le ferai pas de mon vivant.
Il y a de par le monde et l'univers des choses qu'il vaut mieux que la majorité ignore, et je ne suis pas départie de la position que nous avons tous prise à l'époque de l'horreur. Personnel du musée, médecins, journalistes et policiers. En même temps, il paraissait convenable qu'une affaire d'une telle importance scientifique et historique ne soit pas complètement passée sous silence, d'où cet exposé que j'ai préparé à l'usage des étudiants sérieux. Je vais le placer parmi divers papiers et à examiner après ma mort, et je m'en remets à mes exécuteurs testamentaires du soin de décider ce qu'ils en feront. Certaines menaces et des événements insolites survenus au cours de ces dernières semaines m'ont porté à croire que ma vie, et celle d'autres fonctionnaires du musée, court un certain péril en raison de l'inimitié de plusieurs cultes secrets largement répandus. Parmi les fidèles, asiatiques, polynésiens et des mystiques de tout genre, il est par conséquent possible que le travail des exécuteurs testamentaires ne soit pas remis à une date très lointaine. Note de l'exécuteur testamentaire. Le docteur Johnson est mort subitement et assez mystérieusement d'une crise cardiaque le 22 avril 1933. Wentworth Moore, taxidermiste du musée, avait disparu vers le milieu du mois précédent. Le 18 février de la même année, le docteur William Minot, qui supervisait une dissection en relation avec l'affaire, avait été poignardé dans le dos et était mort le lendemain. Le véritable début de l'horreur, je suppose, se situe en 1879. Longtemps avant que je ne prenne mes fonctions de conservateur, lorsque le musée fit l'acquisition de cette effrayante, inexplicable momie cédée par l'Orient Shipping Company. Sa découverte était en elle-même mystérieuse et pleine de menaces. Elle provenait d'une crypte d'une origine inconnue et d'une antiquité fabuleuse sur un morceau de terre surgi soudain du fond du Pacifique. Le 18 mai 1878, le capitaine Charles Wetherbee du cargo Eridanus, parti de Wellington, Nouvelle-Zélande, pour se rendre à Valparaiso, Chili, avait aperçu une nouvelle île qui ne figurait sur aucune carte et qui était évidemment d'origine volcanique. Elle avait émergé d'un seul coup, sous forme d'un tronc de cône. Les hommes d'une équipe de débarquement sous les ordres du capitaine Wetherbee notèrent les indices d'une submersion prolongée sur les pentes raboteuses qu'ils escaladèrent, tandis qu'au sommet se remarquaient des traces de destruction récente, comme sous l'effet d'un tremblement de terre. Parmi les débris éparpillés se trouvaient de grosses pierres, auxquelles on avait donné, cela était manifeste, artificiellement une forme. Un examen rapide révéla la présence de vestiges de cette maçonnerie préhistorique cyclopéenne découverte sur certaines îles du Pacifique et constituant un casse-tête archéologique jamais résolu. Finalement, les marins entrèrent dans une crypte de pierres massives, considérée comme ayant fait partie d'un édifice beaucoup plus grand qui, à l'origine, avait dû être souterrain. C'est dans un des coins de que la terrible momie était blottie. Après avoir un instant frôlé la panique, causée en partie par d'étranges sculptures dont les murs étaient recouverts, les hommes se décidèrent à emporter la momie à bord, mais ils n'y touchèrent qu'avec crainte et à contre-cœur. Tout près du corps, comme s'il avait été jadis dans ses vêtements, se trouvait un cylindre d'un métal inconnu contenant un rouleau d'une membrane très fine, d'un blanc bleuâtre, de nature également inconnue, portant des inscriptions dans des caractères particuliers, tracés au moyen d'un pigment grisâtre impossible à identifier. Au centre du vaste sol de pierre se trouvait quelque chose qui faisait penser à une trappe, mais le détachement n'avait pas assez de matériel assez puissant pour le déplacer. Le Cabot Museum venait à l'époque de s'installer. Ses dirigeants, après avoir lu le maigre rapport de cette découverte, prirent immédiatement leurs dispositions pour faire l'acquisition de la momie et du cylindre. Le conservateur Pickman fit personnellement le voyage de Valparaiso et fréta un schooner pour rechercher la crypte où la découverte avait été faite, mais il échoua complètement. À la position exactement repérée de l'île, on ne pouvait rien discerner d'autre qu'une étendue de mer que rien ne venait interrompre, et les chercheurs se rendirent compte que les mêmes forces sismiques qui avaient fait soudain surgir l'île l'avaient fait à nouveau sombrer dans les profondeurs liquides d'où elle avait dormi pendant des siècles et des siècles. Le mystère de cette trappe
impossible à bouger, ne sera jamais résolue. La momie et le cylindre restaient cependant. La première fut exposée à partir du début du mois de novembre 1879 dans le hall des momies du musée. Le Cabot Museum of Archaeology, qui se spécialise dans les vestiges de civilisations antiques et inconnues, qui n'appartiennent pas au domaine de l'art, est une petite institution à peine connue, mais très estimée dans les milieux scientifiques. Il se trouve au cœur du district exclusif de Beacon Hill, à Boston, sur le mont Vernon Street, près de Joy. Il occupe une ancienne demeure privée à laquelle une aile a été ajoutée à l'arrière. Il était une source de fierté pour ses voisins austères parce que ces terribles événements récents lui aient apporté une notoriété indésirable. La salle des momies, située sur le côté ouest de la demeure d'origine, dont les plans furent dressés par Bulfinch et qui fut construite en 1819, au deuxième étage, est à juste titre considérée par les historiens et les anthropologistes comme abritant la plus grande collection d'Amérique de ce genre. On peut trouver là des exemplaires typiques de l'embaumement égyptien, depuis les premiers spécimens Saqqara jusqu'aux plus récents essais coptes du XVIIIe siècle, les momies émanant d'autres civilisations, y compris les spécimens préhistoriques indiens découverts récemment dans les îles Aléoutiennes, silhouettes de Pompéiens agonisants moulés en plâtre dans le creux tragique laissé par les cendres ayant envahi les ruines, corps momifiés naturellement provenant des mines et d'autres excavations dans toutes les parties du globe. Certaines surprises et ensevelies dans les positions grotesques causées par leur terrible et dernière lutte contre la mort. Bref, tout ce qu'on s'attend à trouver dans une collection de ce genre. En 1879, celle-ci était moins étendue qu'aujourd'hui, mais elle était déjà remarquable. Mais cette chose bouleversante, venant de la crypte primitive cyclopéenne sur une île éphémère surgie des flots, avait toujours été son attraction la plus marquante et du mystère le plus impénétrable. La momie était celle d'un homme de taille moyenne, de race inconnue, et avait été fixée dans une attitude particulière, accroupie. La figure à moitié cachée derrière les mains en forme de griffe avait la mâchoire inférieure proéminente, tandis que ses traits ratatinés exprimait une terreur si affreuse que peu de spectateurs pouvaient supporter ce spectacle sans broncher. Les yeux étaient fermés avec des paupières appliquées étroitement sur les globes oculaires apparemment bombés et protubérants. Des touffes de cheveux et de barbe subsistaient et la couleur de l'ensemble était d'une sorte de gris terne. Au point de vue contexture, la chose était à moitié comme du cuir, moitié comme de la pierre. Elle posait une énigme insoluble aux experts qui essayaient de s'assurer de la façon dont elle avait été embaumée. Par endroits, les fragments de sa substance avaient été rongés par le temps et la décomposition. Les tissus d'une matière particulière avec des traces de dessins inconnus tenaient encore à l'objet. On pouvait à peine dire au juste ce qui les rendait aussi horribles et repoussants. Tout d'abord, il y avait l'impression subtile et indéfinissable d'une antiquité sans limite, et quelque chose d'absolument étranger qui impressionnait, comme lorsque l'on plonge le regard depuis le bord d'un gouffre monstrueux dans les ténèbres insondées. Mais avant tout, c'était une expression de folle terreur qui se lisait sur cette face prognate, ridée à moitié dissimulée. Un tel symbole de terreur infinie, étrangère à l'humain, cosmique, ne pouvait pas ne pas communiquer son émotion au spectateur, au milieu d'un nuage inquiétant de mystères et de vaines conjectures. Parmi les quelques connaisseurs qui fréquentaient le Cabot Museum, cette relique d'un monde antique et oublié acquit une notoriété de mauvais aloi, bien que l'isolement et la politique de discrétion de l'institution lui aient évité de devenir une célébrité populaire telle que le géant de Cardiff. Au siècle dernier, la pratique du battage n'avait pas encore atteint le domaine de la science au point où elle a réussi à le faire depuis. Naturellement, des savants de divers genres ont fait de leur mieux pour classer cet objet effrayant, mais sans jamais y parvenir. Les théories d'une civilisation disparue du Pacifique, dont les statues de l'île de Pâques et les constructions mégalithiques de Ponap et de Namnatal pourraient être les vestiges, circulaient largement parmi les étudiants et les journaux scientifiques publiaient des spéculations variées et souvent contradictoires sur l'existence possible d'un continent
dont les sommets survivraient sous la forme des milliers d'îles de la Mélanésie et de la Polynésie. Pardon. La diversité des dates attribuées à cette hypothétique civilisation éteinte, ou continent, fut immédiatement embarrassante et amusante. Cependant, quelques allusions qui donneraient une confirmation surprenante ont été retrouvées dans certains mythes de Tahiti et d'autres îles. Pendant ce temps, l'étrange cylindre et son rouleau déconcertant couvert de hiéroglyphes inconnus, soigneusement conservés à la bibliothèque du musée, recevaient l'attention qu'ils méritaient. Il n'y avait aucun doute, ils avaient un rapport certain avec la momie. Tout le monde se rendait donc compte qu'en éclaircissant le mystère qu'ils présentaient, on éluciderait en même temps, selon toute probabilité, le mystère de l'horreur ridée. Le cylindre, de 10 cm environ de long sur 2 cm de diamètre, était fait d'un métal étrangement irisé qui défiait complètement l'analyse chimique et semblait insensible à tous les réactifs. Il était étroitement fermé par un couvercle de même substance et portait des motifs gravés de caractère évidemment décoratif et peut-être aussi symbolique, dessins conventionnels qui semblaient obéir à un système de géométrie particulièrement étranger au nôtre, paradoxal et plutôt difficile à décrire. Le rouleau qu'il contenait n'était pas moins mystérieux. Il était fait d'une membrane mince, d'un blanc bleuté, impossible à analyser, enroulé autour d'un mince bâton fait du même métal que le cylindre. Déroulé, il avait environ 60 cm de longueur. Les grands hiéroglyphes, nettement tracés à la plume ou au pinceau avec un pigment gris défiant l'analyse, s'étendaient en une ligne droite vers le centre du rouleau. Ils ne ressemblaient en rien à ceux de connus des linguistes ou des paléontographes et ne purent être déchiffrés, bien qu'on en ait envoyé les photographies à tous les experts en cette matière. Il est vrai que certains savants, exceptionnellement versés dans la littérature occultiste et magique, trouvèrent de vagues ressemblances entre certains de ces hiéroglyphes et des symboles primitifs décrits ou cités dans 2 ou 3 textes très anciens, obscurs et ésotériques, tels que le livre d'Eibon, qu'on dit provenir de l'hyperborée continent oublié, ou les fragments pagnotiques supposés être pré-humains, et le monstrueux Necronomicon, ouvrage interdit d'un arabe fou, Abdul al-Zared. Cependant, toutes ces ressemblances étaient sujettes à discussion. En raison de la mésestime dans laquelle sont tenues les études occultes, aucun effort n'a été fait pour faire circuler des copies de ces hiéroglyphes parmi les spécialistes des questions mystiques. Si cela avait été fait dès cette date, la suite de cette affaire aurait pu être très différente. À dire vrai, un coup d'œil jeté à ces hiéroglyphes par n'importe quel lecteur de l'horrible ouvrage de von Juntz, culte sans nom, aurait permis d'établir un lien significatif à ne pas s'y tromper. Cependant, à cette époque, les lecteurs de cette monstrueuse infamie étaient extrêmement peu nombreux. Les exemplaires en avaient été incroyablement rares pendant la période s'étendant entre la destruction de l'édition originale de Düsseldorf 1839 et la traduction de Bridewell 1845 et la publication par les Golden Gobelins Press en 1909. Une réimpression expurgée. Pratiquement aucun occultiste, aucun spécialiste des légendes ésotériques d'une antiquité reculée n'a eu son attention attirée sur cet étrange rouleau jusqu'à l'explosion récente due au journalisme à sensation qui a fait atteindre très rapidement à l'horreur son point culminant. Alors je regarde parce que là il y a une pause dans le... Oui, c'est bon. Les choses ont traîné pendant un demi-siècle qui a suivi l'installation de l'effrayante momie dans le musée. Le terrible objet jouissait d'une célébrité locale parmi les Bostoniens cultivés, mais rien de plus, tandis que l'existence même du cylindre et du rouleau, après 10 ans de recherches vaines, avait été pratiquement oubliée. On était si réservé et si conservateur au Cabot Museum qu'aucun reporter, aucun rédacteur d'articles à sensation n'avait jamais pensé à envahir ces locaux où rien ne se passait pour se lancer à la recherche de sujets capables d'émoustiller la curiosité du grand public. Le grand battage a commencé au cours du printemps de 1931.
lorsqu'un achat en quelque sorte spectaculaire a mis le musée en vedette dans les colonnes de grands quotidiens. Il s'agissait d'objets étranges, de corps inexplicablement bien conservés découverts dans les cryptes au-dessous des ruines presque entièrement disparues d'une triste célébrité du château de Fausse-Flamme dans l'Aveyron, en France. Merci pour le follow. Fidèle à sa politique d'esbrouf, le Boston Pilliard envoya pour couvrir l'incident un rédacteur de son édition du dimanche. Celui-ci étoffa son article par un exposé général et exagéré sur l'institution elle-même. Et ce jeune homme, Stuart Reynolds, fit allusion à la momie sans nom comme susceptible de faire sensation et de surpasser de loin les acquisitions récentes justifiant sa mission. Une teinture de tradition théosophique, un goût particulier pour les spéculations d'écrivains tels que le colonel Churchward et Lewis Spence concernant les continents perdus et les civilisations primitives oubliées, mettaient Reynolds particulièrement en éveil à l'égard d'une relique séculaire telle que la momie inconnue. Au musée, le reporter se rendit intolérable par des questions constantes et pas toujours intelligentes, des demandes incessantes pour qu'on déplace des objets se trouvant dans les vitrines afin de mettre les photographes en mesure d'opérer suivant les angles inusités. Dans la bibliothèque du sous-sol, il passait des heures à examiner l'étrange cylindre de métal et sa membrane roulée, en les photographiant sous tous les angles et en prenant des images des hiéroglyphes jusque dans le moindre détail. Il demandait de même à consulter tous les livres ayant un rapport quelconque avec les cultures primitives et les continents engloutis. Il restait 3 heures à prendre des notes et ne s'en allait que pour se précipiter à Cambridge dans le but de jeter un coup d'œil, si on l'y autorisait, sur l'abhorré et interdit Necronomicon à Widner Librairie. L'article parut le 5 avril dans le Pilard du dimanche. Il était agrémenté de photographies de la momie, du cylindre, du rouleau, des hiéroglyphes et rédigé dans un style particulier, minaudier et infantile, que le Pilard affecte de prendre pour le bénéfice de sa vaste clientèle composée de débiles mentaux. Farci d'inexactitudes, d'exagérations, d'affirmations sensationnelles, cet article était justement le genre de choses qui chatouillait les gens sans cervelle et qui stimule l'intérêt de la masse. Le résultat, c'est que le musée, naguère si tranquille, commença à être envahi de foules de curieux jacassant et regardant d'un œil vide, comme ces galeries imposantes n'en avaient jamais connu. Malgré la puérilité de l'article, il y avait tout de même aussi des visiteurs cultivés et intelligents. Les photos parlaient d'elles-mêmes. Il arrive également à beaucoup de gens ayant atteint la maturité intellectuelle de jeter accidentellement un coup d'œil au Pilard. Je me rappelle un très étrange personnage qui fit son apparition dans le courant novembre. Brun, portant un turban, avec une barbe fournie, une voix étudiée, sans naturel, un visage curieusement dépourvu d'expression, des mains grassouillettes protégées par d'absurdes mitaines blanches. Il donna comme adresse une rue sordide du West End et se faisait appeler Swami Chandraputra. Ce garçon était incroyablement érudit en sciences occultes. Il parut profondément et mystérieusement ému par la ressemblance des hiéroglyphes du rouleau avec certains signes symboles d'un monde très ancien oublié sur lequel il avait des connaissances intuitives. Vers le mois de juin, la célébrité de la momie et du rouleau avait gagné les régions très éloignées de Boston. Le musée recevait des demandes de renseignements, d'autorisation de photographier de la part d'occultistes et de savants s'intéressant aux arcanes répartis dans le monde entier. Ce n'était pas non plus très agréable pour notre personnel, puisque nous sommes une institution scientifique sans sympathie particulière pour les rêveurs du fantastique. Cependant, nous répondions poliment à toutes les questions. Comme résultat de ces initiations, il y eut dans The Occult Review un article hautement érudit du fameux mystique de la Nouvelle-Orléans, Étienne Laurent de Marigny, dans lequel il affirmait la complète identité de quelques-uns des curieux dessins géométriques du cylindre irisé et de plusieurs hiéroglyphes de la membrane enroulée avec certains idéogrammes d'une horrible signification, transcrits d'après les monolithes primitifs ou d'après les rituels secrets de certaines bandes occultes de savants et de dévots ésotériques. Reproduit dans Black Book ou Culte sans nom de Von Jutz, l'ouvrage infernal est supprimé.
de Marigny rappelait la mort épouvantable de von Juste en 1840, un an après la publication de ce terrible ouvrage à Düsseldorf, et commentait ses sources d'informations à vous glacer le sang et en partie suspectes. Par-dessus tout, il insistait sur le degré extraordinaire auquel étaient applicables les contes avec lesquels von Juste établissait des liens, pour la plupart des idéogrammes reproduits par lui. Quant au fait que ces contes, dans lesquels étaient expressément mentionnés un cylindre et un rouleau, faisaient penser d'une manière digne d'être remarquée à une relation avec les objets exposés au musée, personne ne pouvait le nier. Cependant, ils étaient d'une telle extravagance, à vous couper le souffle, en supposant des déplacements dans le temps difficiles à croire, et de telles anomalies fantastiques d'un monde ancien oublié, qu'on peut beaucoup plus facilement les admirer que leur ajouter une créance. Les admirer, c'est parfaitement ce que le public a fait, car la presse du monde entier les a reproduits. Des articles illustrés sont sortis partout, racontant ou se proposant de raconter les légendes du livre noir, s'étendant sur l'horreur de la momie, comparant les dessins du cylindre et les hiéroglyphes du rouleau aux images produites par von Juste, et se laissant aller aux théories, aux spéculations les plus déchaînées, les plus sensationnelles, irrationnelles. Le nombre des entrées au musée fut triplé et l'étendue de l'intérêt suscité était attestée par un courrier pléthorique, pour la plus grande partie insensé et superflu, reçu au musée. La momie et son origine constituèrent apparemment pour les gens imaginatifs l'événement marquant de 1931-1932, rivalisant de près avec la dépression. Pour ma part, le principal effet de cette fureur fut de me faire prendre connaissance du monstrueux volume de von Juste dans l'édition Golden Gobelin, lecture qui me laissa étourdi et nauséeux, mais cependant heureux de ne pas avoir eu entre les mains la totale infamie représentée par le texte non expurgé. Donc là je m'arrête, en fait le texte est découpé en chapitres, j'ai l'impression. Donc on a fait les 2 premiers chapitres. Voilà, c'est un bon moment pour s'arrêter.